Et pour une telle soirée, eh ben, nous accueillons un invité exceptionnel. Moi, exactement, j'ose le mot. C'est un invité exceptionnel quand on pense à ce que demande comme sacrifice d'atteindre ce niveau d'excellence dans le domaine du sport ou dans n'importe quel domaine, mais dans le domaine du sport a fortiori. Donc, un joueur qui a évolué dans les plus grands clubs de France, Monaco, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille, avant de s'expatrier en Australie et maintenant au Japon. Et donc, applaudissons bien fort notre invité du jour, Valère Germain. Donc, merci Valère d'être avec nous Merci. ce soir. Et vous nous... Merci à vous. Et déjà, excusez-moi, hein, désolé de ne pas être avec vous ce soir. Normalement, j'aurais dû être présent avec vous, mais c'est vrai que comme vous l'avez écrit sur l'affiche, nouvelle opportunité de vie et footballistique m'ont emmené au Japon. Donc, on va faire ça via Zoom. Ouais, non, mais il y a pas de problème. Moi, j'avais prévu une petite séance de jonglage avec un ballon Adidas Tango qui est utilisé à la Coupe du Monde. Moi-même, je suis amateur et j'ai joué au foot, donc j'aurais voulu faire une petite compétition. Mais voilà, on va faire une petite compétition, mais de façon virtuelle. Euh, non, Valère, vraiment, c'est un grand plaisir. Donc, merci. Au Japon, là, Merci à vous. il est 5h20, donc j'espère que je n'interromps pas un entraînement ou une session technique. Non, 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 ça va, tout va bien. Merci beaucoup. Et donc, vous nous appelez d'où? Donc, de Hiroshima, c'est ça? Exactement, de Hiroshima, de notre appartement. Nous sommes arrivés au Japon il y a maintenant 3 mois à peu près, D'accord. pour une nouvelle vie et honnêtement, tout se passe très bien. C'est vraiment une nouvelle expérience, un vrai changement de vie parce qu'à vrai dire, entre la France et l'Australie, Sydney, c'est lointain. Mais c'est quand même la même culture, si j'ose dire. Mais là, c'est vraiment un déracinement. Enfin, il y a la barrière de la langue puisque les Japonais parlent peu anglais. Et puis tout est écrit en japonais, donc un autre alphabet. Mais c'est quelque chose dont on avait besoin avant de rentrer définitivement en France et à Monaco. Bon, on va parler de tout ça. Mais pour nous lancer ce soir dans ce philo bistrot exceptionnel, j'ai pensé à une chose, Valère. J'ai pensé à une chose, je ne sais pas si vous devinez ou pas. Peut-être pas. Non, Mais, dites-moi. et on va se lancer. Non, n'ayez pas peur, hein, Mais voilà. Quand j'ai pensé à vous, j'ai pensé à ça. Si ça marche. Euh, ah. Ah, c'est bon, j'ai l'image, oui. Voilà, donc Van Halen, c'est l'hymne de l'Olympique de Marseille. À chaque fois qu'un match se déroule à domicile, vous avez passé 4 ans à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça vous fait de réentendre cet hymne et de voir cet antre du Vélodrome qui vient encore d'être nommé meilleur stade de Ligue 1? Bah, premièrement, ça a toujours été un rêve d'enfant de rentrer sur cette musique dans ce stade mythique qui a été rénové il y a quelques années maintenant. Ça a été un rêve puisque pour la petite histoire, mon papa était aussi joueur de football professionnel dans les années 1990. Il avait déjà porté ce maillot, donc de porter un même maillot pendant nos deux carrières pardon, respectives, c'était quelque chose de fort. Et je me rappelle quand j'étais petit que je jouais dans le jardin. Je me voyais, enfin, je m'imaginais marquer des buts dans ce stade, rentrer dans ce beau stade avec cette musique. Et quand on voit, notamment sur cette image, les nombreux tifos et l'ambiance qu'il y a
dans ce stade, c'est des émotions qu'on ressent, je pense, qu'à Marseille et on peut le comprendre que quand on arrive sur ce terrain. Ouais, j'imagine. En tout cas, je vois que vous êtes ému en entendant cette hymne et on l'est tous. Enfin, pour tous ceux qui sont dans le foot, moi j'ai grandi avec cette hymne-là sur les matchs de Canal+, même quelquefois en brouillé. Je voyais les premières minutes où j'entendais l'hymne et après ça passait en brouillé parce C'est qu'on n'avait vrai. pas l'abonnement. Mais voilà, donc voilà. Je voulais commencer par ça. Donc merci de livrer votre ressenti là-dessus. Alors maintenant, on va commencer la première mi-temps. Donc on va diviser ce Philo Bistro comme un match de foot. On va commencer avec la première mi-temps, qui est la perspective sportive, et puis en deuxième mi-temps, on explorera la dimension humaine du foot. Alors, rapidement, on va parler de votre carrière euh, et de cette longue carrière, en fait, donc qui a commencé à Monaco, euh, donc centre de formation, quand vous étiez jeune, puis Marseille, puis Montpellier, avant l'expatriation. Donc on voit quand même que vous aimez le sud de la France, quand même, j'ai l'impression. Oui, oui, enfin, ça s'est fait sans le vouloir, bien Non? que j'adore le soleil et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, je pense, pour la vie au quotidien. Mais non, c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de commencer ma formation à Monaco à l'âge de 15 ans, de rester quasiment presque 10 ans dans ce club, que 5 6 années en professionnel. Et après, j'ai eu la chance de partir à Marseille et de suivre à Montpellier. Et c'est vrai que c'est que dans le sud de la France, d'où un peu notre envie d'aller à l'étranger parce qu'on avait connu que la partie sud de la France, bien qu'on a eu énormément de bon temps. Mais on voulait connaître une expérience à l'étranger avant d'arrêter le football. C'est intéressant parce que vous utilisez souvent ce mot on. Oui, Comme bien sûr, oui. j'ai l'impression que vous êtes très fusionnel avec votre famille et que vous vraiment vous pensez pas seulement vous et votre carrière, comme ça peut être le cas quelquefois de certains footballeurs, mais plutôt vous, la famille, quoi. Est-ce que Oui, bien c'est sûr, vrai? parce que bon, enfin, depuis 4 ans et demi maintenant qu'on a eu notre premier garçon, c'est encore plus le cas, mais depuis le début de ma carrière, quasiment depuis 2013, je suis avec mon épouse et on embarque forcément quelqu'un dans ses choix. Donc, bien que c'est vrai que la carrière est la priorité, mais à chaque fois, les choix se font en discussion avec mon épouse et surtout qu'elle a dû mettre sa carrière entre parenthèses. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait envie de partir. C'était pour aussi lui offrir une nouvelle expérience et Mhm. offrir aussi à nos... Bon, il y a eu un deuxième garçon qui est né à Sydney, mais pour offrir notamment à notre plus grand une expérience de vie, de connaître d'autres cultures et de pouvoir apprendre l'anglais, qui est chose importante aujourd'hui. Super. Non, mais c'est tout à votre crédit. Euh, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez toutes ces lignes qui représentent des années de professionnalisme au plus haut niveau et donc des années de sacrifice, des années j'imagine, de retrait de la vie civile traditionnelle, comme on peut nous la connaître, nous civils, les restaurants, les bonnes bouffes, les sorties. Euh, Est-ce que vous avez des regrets par rapport à toutes ces lignes qui demandent tant d'efforts? Non, parce que c'était mon rêve d'enfant et je l'ai réalisé pleinement, bien que ce soit passé très vite, parce que quand je vois Céline, j'ai l'impression que c'était encore hier mes débuts, mais on m'avait annoncé que la carrière passait très très vite. Mais non, de la fierté quand on regarde Céline, c'est parce qu'aujourd'hui, la carrière d'un joueur professionnel n'est pas censé, n'est pas censé, mais peu de joueurs de football ont une carrière de 13 14 ans. Et quand on voit le nombre de matchs effectués, c'est une fierté aussi, c'est parce que j'ai eu rarement de blessures. Mhm. Et donc ça, c'est pas donné à tout le monde dans le monde du sport. J'ai peut-être eu de la chance dans mes gènes ou je sais pas, peut-être que enfin, j'ai un mode de vie aussi assez sérieux. J'essaie de faire le plus attention possible, mais peut-être que mes parents m'ont donné des gènes et un corps qui résistent bien
au temps et aux entraînements. Et maintenant, c'est plus la fierté d'avoir duré dans le temps au haut niveau. Oui, bien sûr. Et vous avez quelques titres emblématiques à votre actif aussi, hein. Donc la Australian Cup winner, donc avec votre club australien, champion de Ligue 1, c'est pas rien ça. Ouais, Champion. c'était magnifique. Ouais. Ouais, c'était magnifique, ouais. Oui, 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 parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où Paris domine le championnat de France. Ouais, ouais. Je pense que maintenant que j'ai plus d'expérience, on est quand même chanceux d'avoir Paris, d'avoir ce projet qui puisse attirer autant de grands joueurs et de mettre la lumière sur le championnat français. Ils ont peut-être la Ouais. chance de gagner la Ligue des Champions qui mettrait encore davantage la lumière sur la France. Et donc la fierté d'avoir gagné parce que c'est rare sur ces 15 dernières années depuis que Paris a été racheté par leur nouveau propriétaire, qui est une équipe qui puisse rivaliser. Ça arrive tous les 3-4 ans si on voit enfin, l'historique depuis que Paris a été racheté. Et d'avoir fait partie d'une équipe, en plus avec mon équipe, avec mon club formateur, d'avoir concurrencé Paris et d'avoir gagné le championnat devant eux, oui, c'était une Bien grande sûr, fierté. bien sûr, bien sûr. Et champion de Ligue 2 aussi, qui n'est pas une mince affaire parce que la Ligue 2, quasiment, c'est quasiment plus dur de la gagner que la Ligue 1, selon moi. Moi, je suis C'est de très Nantes, compliqué, ouais. c'est C'est très très compliqué compliqué. parce qu'on descendait avec Monaco de Ligue 1 et bon, moi j'étais jeune, mais quand on descend de Ligue 1 en Ligue 2, bon nombre de joueurs de Ouais, l'effectif veulent partir pour. Ils pensent à leur carrière et bon, ce sont des choix respectables. Mais c'est vrai que le club doit repartir de quasiment zéro et c'est pas forcément facile, comme vous dites, de remonter rapidement. On l'a fait en 2 saisons et en gagnant ce titre de Ligue 2 avec des souvenirs qui resteront à jamais. ouais. Bah moi, je suis de Nancy, donc moi, j'ai supporté l'AS Nancy-Lorraine. Et il y a une D'accord. petite blague sur l'AS Nancy-Lorraine, c'est qu'est-ce qui est rouge et blanc qui monte et qui descend? Et ben, c'est la SNL, parce que il y a pendant 10-15 ans, on allait en Ligue 1, on redescendait en Ligue 2, on remontait en Ligue 1. Maintenant, là, on est en National et on vient de remonter en Ligue 2. Monter en Donc, Ligue on 2. revient en Ligue 2. Donc ça, c'est une grande fierté. Bravo, la SNL. Ça, c'était une petite aparté. Bon, maintenant, on va faire défiler les années, Valère. Et vous avez pas mentionné que vous étiez jeune à une époque. Mais là, Ah, vous étiez plus jeune, hein? Quel âge vous aviez là, sur cette photo? ah, ça devait être mes premières années professionnelles, donc je devais avoir 20 ans, 21 ans, je pense. Ouais. Euh, Ouais, donc le temps passe vite, c'est vrai. Et parlez-nous un petit peu de votre premier but en professionnel. Contre qui, contre quelle Euh, équipe et quels souvenirs en gardez-vous? Alors, je me rappelle que c'était au stade Louis II, donc c'était en Ligue 2 parce que nous venions de descendre en Ligue 2. Je me rappelle plus l'équipe, je crois que c'était Boulogne-sur-Mer, si je ne me trompe pas. Non, peut-être, je sais plus exactement. Bon, bref. Malheureusement, on perd le match, mais oui, ça reste un moment fort et un souvenir parce que c'est une récompense de tous les efforts qu'on fait depuis qu'on est enfant, notamment depuis l'âge de 14-15 ans où on part loin de sa famille. Bon, c'est pas une fin en soi de marquer un but en professionnel, mais forcément, c'est quelque chose dont on rêve depuis qu'on est enfant, de pouvoir marquer un but dans un stade en plus mythique qui est le stade Louis II avec ce maillot. Même si c'était qu'en Ligue 2, c'était quelque chose de fantastique et c'est un moment fort de ma carrière. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a d'autres moments forts de votre carrière dont on va parler. Et un notamment, et d'ailleurs, j'ai amené quelque chose. Alors, surprise. D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est la séquence. C'est pas tant pour l'équipe de France, c'est plutôt pour le nom qu'il y a derrière. Ah oui, Vous voyez qui c'est? oui, oui, très bien. Le phénomène français, qui est Mbappé. Et donc, c'est quand même assez exceptionnel que vous ayez joué avec Mbappé quand Mbappé était Bien tout sûr. jeune, c'est ça? Oui, c'est ça. Monaco m'a offert j'ai eu la chance, grâce à Monaco, enfin, j'ai eu aussi le mérite de faire partie de ce projet, mais de pouvoir jouer avec de très grands joueurs, puisque Monaco avait aussi été racheté en 2011 par des propriétaires russes.
Et Ouais. donc, Monaco est rentré dans un nouveau projet qui était à la fois très, très excitant et très important pour nous jeunes du club. Et c'est vrai que, bon, durant les années, j'ai eu la chance de jouer avec énormément de grands joueurs, sans doute les meilleurs joueurs du monde. Et quand on voit cette photo avec Mbappé, c'est un jeune qui a été formé aussi à la formation monégasque et qui est arrivé petit à petit. Donc, on ne savait pas encore que ça allait devenir une star mondiale, bien qu'on savait qu'il avait les qualités et les capacités parce qu'on le voyait au quotidien. Et oui, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il l'a prouvé à maintes reprises. Et c'est vrai que d'avoir évolué avec ce genre de joueur, on pourra enfin, le raconter à mes enfants quand ils grandiront et ça crée des souvenirs importants. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, vous le racontez dans cet entretien que je vais passer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais voilà, on va écouter Valère parler de cette période de sa vie avec un Kylian Mbappé en devenir. I was lucky to play with Kylian Mbappé when he was young. When he arrived in the young academy, everybody knows him, everybody speaks about him because everybody saw his quality. He went so speed with the ball. Every game he played, he scored, he assists, big star, big professional. He had a lot of confidence within himself, so it was impressive to play with him. Was a very, very good team. Bernardo Silva, Fabinho, everyone was on the top. We started very well in Ligue 1 and gave us a lot of confidence. With a lot of confidence and with our qualities, it was easier with this Ligue 1. Big year, went to the semi-final in the Champions League against Juventus. And I think this photo was the night when we won against City at home. And I was captain, so a wonderful photo, wonderful memories about this guy, about this team. One of my favorite moments in my career. I spoke with Faïd and Kalfala, and then I spoke with Loïc Hulot, my captain. The last one was Morgan Schneiderlin. Everyone told me that very good experience to come here for my family, to improve my English, to learn new culture, and also to continue to play with a good level in the league. My father was a professional player in France, so I don't know if it was my destiny, but when you are young, you want to do the same job as your father. For me, it was a dream to become a football player. I did something every time to improve myself, and I'm here, so I think he gave me good advice. I'm here in Makassar to bring my quality, my experience. We have a lot of young players in this team. I try to speak during the training. I need to improve my English to speak more. But for sure, I give 100% during the training to help the other and also the young players to improve and to give a lot. Voilà. Vos réactions à chaud en revoyant cette interview? C'était mes débuts. Je venais d'arriver à Sydney. J'ai progressé un peu en anglais, je vous rassure, depuis. On va pas vous tester ce soir. Mais non, non, c'était mes débuts à Sydney. C'était une première expérience à l'étranger. Et quand on est arrivé ici, enfin, chez vous, là où vous êtes aujourd'hui, à Sydney, on s'est de suite senti à l'aise et on savait qu'on allait passer quasiment 2 ans vraiment agréables dans cette belle ville. Et ça restera pareil à jamais gravé ces 2 années à Sydney. Très bien. Et donc, on va continuer. Et donc, on va quand même s'arrêter sur cette époque, cette épopée plutôt, parce que 4 ans à Marseille, pour durer 4 ans à Marseille, c'est compliqué. Que ce soit comme entraîneur ou comme joueur, parce qu'il y a de telles attentes des joueurs, des attentes de résultats, c'est très compliqué. Mais pour vous, est-ce que l'OM, c'était vraiment le top de votre carrière? Euh, je- Monaco, à la limite, je garderais quand même plus de
d'attaches. J'ai des attaches au-delà du football avec Monaco. Donc, je garderai quand même Monaco parce que j'y suis arrivé à l'âge de 15 ans. J'ai passé 12 ans de ma vie. Mon épouse est monégasque, n'est pas française. Donc, mes enfants sont aussi monégasques. Et c'est là où j'ai gagné mes deux titres. Et c'est là où on vivra plus tard. Donc, je pense que Monaco, c'est là où j'étais le plus épanoui. Mais Marseille, j'en garde forcément un excellent souvenir. Enfin, c'était un rêve d'enfant. Et je vous dis, moi, à chaque Noël, chaque anniversaire, je demandais un maillot de Marseille. Et quand je jouais dans le jardin, c'était avec un maillot de Marseille sur le dos. Mhm. Donc, oui, d'avoir évolué 4 ans dans ce club, qui, comme vous l'avez dit, n'est pas chose facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments très forts, des moments compliqués. Mais d'avoir porté plus de 100 fois ce maillot, d'avoir essayé de tout donner pour ce club, c'est quand même une immense fierté. Ouais, non, bravo à vous. Et puis après, donc, cet épisode français, vous allez vous expatrier. Euh, et j'ai retrouvé donc un article, parce que moi, je prépare beaucoup les philo bistrot, hein, je fais des recherches. Et quand vous étiez à l'OM, justement, vous avez dit cette phrase, j'espère découvrir l'étranger. Alors, ça vous a pris quelques années, mais Oui. vous y êtes arrivé. Et donc, vous avez réalisé votre rêve de partir à l'international. Et vous nous avez dit un petit peu pourquoi, parce que vous aviez vraiment vécu toute votre vie dans le sud de la France, donc vous aviez envie un peu de découvrir l'étranger. Mais ma question, c'est pourquoi l'Australie? Alors que maintenant, les Ronaldo, etc., ils vont dans les Émirats Arabes Unis où il y a beaucoup d'argent, ou ils vont aux États-Unis où je ne sais pas pourquoi ils y vont en fait, mais ça c'est notre. Donc pourquoi l'Australie? C'était juste parce que vous avez l'opportunité et pas d'autres Ouais, ce sont opportunités ou... des opportunités. À vrai dire, plus jeune, je m'étais toujours dit que enfin, je voulais jouer à l'étranger, pourquoi pas aux États-Unis, parce que ma grand-mère y a habité pendant 40 ans à Santa Barbara, en Californie. Donc, en ayant été plusieurs fois jeune, j'avais envie d'aller découvrir ce pays, d'aller jouer dans cette ligue. Il y a eu des contacts, ça a failli se faire avant l'Australie, mais ce n'était pas le bon moment pour moi et pour ma famille de partir. Et l'Australie s'est fait justement, tout à l'heure, on l'a vu sur l'interview que vous avez passée via Faïd Ben Khalfala, qui était un joueur franco-tunisien qui a joué de nombreuses années en Ligue 1 et qui a fini en Australie en tant que joueur il y a une dizaine d'années. Ça lui a tellement plu qu'il est resté, il habite sur Melbourne. Et avec les contacts qu'il s'est fait en France et les contacts qu'il s'est fait ici en Australie, il est devenu agent de joueurs qui essayent de faire venir des joueurs européens, des joueurs français en Australie ou de faire découvrir, de faire signer des jeunes joueurs australiens en Europe. Et via un ami qu'on a en commun, il m'a contacté et ça a été une réflexion de quasiment un an parce que je suis arrivé en Australie en juillet 2023. Il m'avait déjà contacté en juillet 2022 et je me trouvais encore un peu jeune pour partir à 32 ans à l'étranger pour une aventure comme celle-ci. Mhm. Et à force de prendre des avis à droite à gauche, de regarder des documentaires sur l'Australie, notamment sur Sydney, on a senti que c'était la bonne destination pour continuer à jouer au football tout en s'épanouissant dans une nouvelle vie. Très bien, très bonne réponse. Sauf la partie où vous avez dit il a fini en Australie. Parce que souvent les deux vont ensemble. Alors, c'est pas seulement une allitération en i, c'est joli, c'est poétique, quoi. Il a fini en Australie, mais on sent quand même un point de vérité, parce que quand on a joué au plus haut niveau, l'Australie, c'est pas non plus moi, j'ai essayé, hein, j'ai essayé d'aller au stade à Sydney FC, j'habite, et moi, j'ai vécu 13 ans à Londres. J'habitais en gros 7 ans près de Stamford Bridge, et donc moi, les matchs que j'allais voir, c'était Chelsea. Et après, j'habitais du côté de Arsenal, donc j'allais voir Arsenal. Donc quand je suis arrivé en Australie, je suis allé au Sydney FC, là, et effectivement, il y avait Del Piero à l'époque. Ah oui. Alors, Del Piero, mais qui avait 39 ans et une jambe cassée et qui marquait 3 buts par match, quoi. C'est-à-dire, il courait plus vite que tout le monde. Alors que, il était vraiment en fin de carrière, il a fini en Australie. Et ça, c'était un problème pour vous?
comment dire, de... Non, c'est pas un problème parce que je savais à quoi m'attendre. Puis j'en avais envie, j'en avais besoin aussi déjà de découvrir une nouvelle expérience dans la vie au quotidien. Euh, et on a la chance, footballeur, de pouvoir avoir cette opportunité-là de vivre des expériences tout en continuant à jouer au football. Et je savais qu'en allant en Australie, c'était quasiment impossible après de revenir en Ligue 1 parce que l'Australie c'est tellement loin de la France. Pour nous, c'est vraiment l'autre bout du monde. Et puis, il ne faut pas se le cacher non plus, le championnat australien est beaucoup moins élevé que les championnats européens. Il y a beaucoup de moins de monde dans les stades. Mais d'un côté, j'en avais besoin à ce moment de ma carrière de retourner dans un foot plus simple, de revivre des émotions plus simples. Et honnêtement, j'en garde vraiment un très bon souvenir avec tous mes coéquipiers de déplacements, puisqu'on a joué Ouais. la Coupe d'Asie, notamment l'année dernière. On a dû partir en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, sur des longs voyages de nuit. On a dû dormir dans les aéroports, sur des sièges, bon, comme ça arrive à tout le monde, mais chose que normalement au football au haut niveau, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Mais non, de retrouver des joies comme celle-ci, comme ce qu'on vivait quand on était jeune, quoi. Donc, c'était un bon choix, je pense. Ouais. Et plutôt que fini, il a fini en Australie, vous avez réussi en Australie. Et je préfère ça. Vous avez vraiment réussi parce que regardez ça. Et après, on reparle. Donc, avec ce but, vous êtes devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de Marc Arthur, c'est ça? Oui, exactement. Bon, après, c'est un jeune club qui a que 5 ou 6 ans, je crois, d'histoire. Un jeune club de Sydney. Parce que chaque année, la ligue est en train de se développer et chaque année, ils essayent ou tous les 2 3 ans, d'amener de nouvelles équipes. Donc, ça m'a pris 1 an et demi. Bon, c'est pas le meilleur buteur n'était pas 100 et quelques buts, donc c'est c'est vrai que ça allait assez rapidement. Mais non, quand je vois ces images, je suis un peu ému parce que je vous dis, je vais vraiment passer 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi très fort avec ce maillot, avec tous ses coéquipiers, tous mes coéquipiers qui sont devenus pour certains des amis. Donc, et même avec les personnes du club, avec les dirigeants du club, j'ai eu de très bonnes relations et j'en aurai toujours de très bonnes. Et ça a été un petit pincement de partir, un gros pincement même de partir de ce club, de laisser ce club en plein milieu du championnat. Mais bon, je le savais qu'à un moment donné, on devait partir de l'Australie parce que bien qu'on s'y plaisait, on ne se voyait pas y faire notre vie. Mais de partir de l'Australie, enfin, notre fils est né là-bas aussi, notre deuxième. Donc, on aura toujours eu un attachement très fort pour Sydney, pour ce club et pour l'Australie. Très bien, merci. On va passer à une autre séquence, donc qui est la séquence carton rouge. Donc, je vais enlever le maillot. Euh, euh, donc, carton rouge, Valère Germain. Donc là, on va rentrer dans le dur, hein. J'espère que vous êtes prêts. Euh, Ouais, pas de problème. alors, votre départ d'Australie a fait parler. On en a un petit peu parlé au téléphone, mais je crois que personne n'a compris et personne n'a été convaincu. Donc, que s'est-il Ouais. réellement passé? Pourquoi vous êtes parti d'Australie? La vraie raison, c'est juste une opportunité au Japon. L'idée de départ, c'est de faire ces 2 ans en Australie et de peut-être aller faire quelques mois, 4 5 6 mois en Asie avant de rentrer en fin d'année à Monaco. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de partir au Japon en janvier, que j'ai décliné dans un premier temps. Ils sont revenus. Enfin, ils sont revenus à la charge, comme on dit, au mois de février. Et donc, j'ai dû poser les pour et les contre. Et ce genre d'expérience dans un pays tel que le Japon, qui est aussi au niveau du football l'un des meilleurs
des pays asiatiques. Les stades font 30 000, quasiment 30 000 supporters pardon, à chaque match. Donc de revivre ce genre d'émotion avant de finir ma carrière, c'était quelque chose, je pense, que je ne pouvais pas louper. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile parce que j'avais vraiment pas envie de partir de mon club en pleine saison. Mais pour la première fois de ma carrière, je l'ai joué un peu. J'ai pensé avant tout à moi avant de penser à mon club et à mes coéquipiers et à ma famille aussi, parce que je me suis dit que de vivre une dizaine de mois dans un nouveau pays comme le Japon, ça pouvait être aussi une expérience fantastique. Donc, je ne sais pas encore si j'ai fait le bon choix. C'est vrai que bon, on se régale, hein, enfin, je suis très content d'avoir fait ce choix, mais d'un côté, j'aurais aimé finir au moins le championnat avec mon équipe, mais j'ai dû faire un choix rapide parce que j'ai eu 2, 3 jours, enfin à peine 2, 3 jours pour valider. Donc Mhm. c'était compliqué. Et finalement, on a pris ce choix, on a avancé sans regarder derrière et nous voilà aujourd'hui à Hiroshima. Très bien. Je pense qu'à vous avez 35 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais. Je pense qu'on vous en tiendra pas rigueur. Je crois que Non, non, d'autres. non. Si je pense, hein, et là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, parce que si on connaît pas le foot, enfin, si on suit pas le foot, on sait pas trop, mais ça me rappelle un peu ce que David Beckham avait fait quand il était à Los Angeles et que l'AC Milan l'a appelé pour jouer à l'intersaison. Donc, il y a une intersaison assez longue aux États-Unis. Donc, il a fait un premier prêt à l'AC Milan. Et ça s'est tellement bien passé que après, à 2000 ans, il a appelé Los Angeles et il a dit, écoute, en fait, non, je crois que je vais rester à Milan parce que ça se passe bien. Et je crois que les propriétaires du club qui lui avaient fait un pont en or à coup de millions, ils lui ont dit, non, écoute, on va pas accepter ça, donc tu reviens. Et je crois et Beckham était quelqu'un de très loyal, je crois, vis-à-vis de Manchester, vis-à-vis de Madrid. Mais sur ce coup-là, il n'avait pas été très loyal. Et je ne sais pas, justement, si on faisait un philo bistrot avec lui, je lui poserais la question aussi. Et s'il regrette ses décisions. Ouais, de toute façon, il y a des décisions dans la vie comme celle-ci où on ne sait pas si c'est la bonne, la mauvaise, mais quand on prend une décision, il faut y aller à 100%, y aller à fond. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est une bonne décision parce que, comme je vous dis, au quotidien, on est très heureux ici à Hiroshima. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'aurais aimé finir ce qu'on avait commencé en Australie. Mais bon, de temps en temps, on ne peut pas prendre deux options, il faut en choisir une et aller à fond dans cette direction. Merci. Vous avez l'air vraiment très calme et très, très posé. Et je veux vraiment savoir qu'est-ce qui vous fait disjoncter sur un terrain de foot et si vous pouvez nous parler d'une expérience où vous avez pété les plombs. Péter les plombs comme quand on a pu le faire, quand il est allé faire un coup de harakiri dans les supporters et qu'il a été supporté pendant des mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui vous fait disjoncter? Qu'est-ce qui vous a fait disjoncter dans votre carrière sur un terrain de foot et où vous avez eu un carton rouge ou une suspension? Est-ce que vous... Ben, récemment, on va y revenir, c'est la fin de mon aventure à Sydney. Sur le terrain, faut comprendre les arbitres, il faut comprendre les joueurs. C'est vrai que quand on est derrière la télé, c'est un peu compliqué, mais on a tellement d'émotions fortes sur un terrain. L'envie de vouloir gagner, tous les sacrifices qu'on fait durant toutes ces années, durant la semaine pour performer, essayer de gagner le week-end. On sait aussi que pour les clubs, c'est très important le succès. Donc, il y a énormément de pression sur nous au quotidien. Bon, on arrive à la gérer, on arrive à la prendre avec confiance. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand les choses ne tournent pas comme elles doivent tourner, ou quand on n'arrive pas à gagner, ou quand on est un peu moins performant, ou quand il y a des décisions arbitrales, sur le coup, on pense qu'on a raison, alors que l'arbitre pense lui aussi qu'il a pris la bonne décision. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a une relation de temps en temps joueur-arbitre pardon, qui est compliquée. Parce que, comme je vous dis, on a vraiment envie de gagner à la fin du match. Et donc, à la fin de mon dernier match à Sydney, c'était la fin du match. C'était un match important pour nous. Et on était en train de faire un match nul et on n'avait pas fait un match terrible. Et je voulais vraiment gagner ce match. Et l'arbitre de touche signale un hors-jeu. Sur le coup, je sais qu'il y a hors-jeu, mais je suis plus frustré, à vrai dire, après.
mon équipe, mes coéquipiers, mais fait moi personnellement et la tournure de l'après-midi. Et je me retourne vers l'arbitre et je fais un geste. C'est pas pour lui dire, excusez-moi du terme, mais fuck you, mais c'est plus pour lui dire, enfin, dommage, fais chier, enfin, pourquoi il y a hors-jeu, et voilà. Sauf que ce geste a été mal interprété par l'arbitre, par la Ligue, et j'ai pris 2 matchs de suspension. Là où j'étais un peu déçu et un peu frustré, c'est de ne pas pouvoir en fait s'expliquer, enfin, de ne pas pouvoir m'expliquer de mon geste vis-à-vis d'une commission, parce que notamment en France, il y a des commissions comme ça où les joueurs sont appelés de temps en temps pour expliquer leur geste. Et donc, ils ont rien voulu entendre. Et donc, juste après le match, en plus, il y a le club japonais qui m'a rappelé. Il y a tout qui s'est un peu chamboulé. Du coup, je suis parti à Hiroshima comme ça, sur une mauvaise note, on va dire. Peut-être une mauvaise image pour les fans de foot australiens, mais en tout cas, une bonne image pour mon club. Voilà. Bon. Et vous êtes resté en bon terme avec vos anciens coéquipiers de Oui, McCarthy? oui, oui. Non, non, Oui. bien sûr, bien sûr, bien sûr. À vrai dire, j'ai même pris l'avis de pas mal de mes coéquipiers avant de faire mon choix, parce que j'étais capitaine du club et comme je vous Ouais. dis, ça m'a vraiment embêté de partir en pleine saison parce qu'on avait encore des objectifs. Et j'ai parlé à plusieurs joueurs importants du club et quand eux m'ont dit que s'ils avaient eu cette opportunité, ils seraient partis aussi, ça m'a un peu conforté dans mon choix, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de leur annoncer, d'appeler le coach, d'appeler le président pour leur dire que j'avais envie de partir et de découvrir une nouvelle expérience. Mhm. Ça a Mhm. été 2, 3 jours, bien que 3, 4 jours, ouais, un peu compliqué, avec pas mal d'émotions, où Mhm. j'avais dit oui pour le club japonais et il y avait une grande partie de moi qui voulait dire non. Mais bon, une fois que j'avais dit oui, il fallait y aller. Mais en tout cas, non, je ne regrette pas mon choix parce que de revivre ce genre d'émotions dans des stades pleins au Japon, c'est exceptionnel. Super, super. Donc là, on a parlé beaucoup du terrain et de ces moments, donc effectivement, où vous pouvez péter un plomb sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre vie hors du terrain? Et on sait la propension des footballeurs à se mettre dans des situations assez compliquées dans leur vie privée, que ce soit, je sais pas, même dernièrement, il y a eu Kylian Mbappé qui a une histoire en Suède ou voilà, avec une jeune femme. Il y a toujours des histoires en fait qui ont rapport à la sphère privée qui empiètent le domaine sportif. Alors ma question c'est, est-ce que ça vous est arrivé, à tort ou à raison, et comment vous avez géré cette situation? Alors non, ça m'est pas arrivé. Pas forcément l'affaire, mais ou Ouais, non, non, en général. non, parce que je fais très attention et en même temps, je suis quelqu'un de calme qui mène sa vie tranquillement avec sa famille, ses amis et je me suis jamais retrouvé et je me suis jamais mis dans ce genre de situation. J'ai connu ma femme, j'avais 21 ans, donc 22 ans, pardon. Donc j'ai toujours eu un cadre familial, on va dire. Mais bon, après les exemples qu'on voit dans les médias, donc à chaque fois qu'on en voit, ça fait grand bruit, mais il faut que les gens sachent que la plupart des footballeurs, une grande majorité des footballeurs ont une vie tranquille comme toutes les personnes dans différents métiers. Sauf qu'aujourd'hui, quand il y a une affaire telle que l'affaire que vous avez citée, ça prend une ampleur médiatique tellement importante qu'on pense que la plupart des footballeurs sont comme ça, mais pour avoir connu énormément de joueurs, je peux vous affirmer que enfin la plupart sont très calmes et mènent des vies très simples. Ouais, ouais. Sauf les Brésiliens. Ouais, ils sont un peu fêtards, mais bon, bah, après, on peut pas leur en vouloir. Mais non, non, bon, ils sont pas tous dans des affaires bizarres. Non. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est super. En termes de timing, on est très bon parce que là, ça y est, on atteint la 45e minute. Non, mais vraiment, il est Ah, 7 heures. La 45e minute, et donc ça veut dire quoi, 45e minute? C'est la mi-temps. Et qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Eh ben, il y a une pause, on boit un verre, mais aussi,
On interagit avec le public. Donc là, c'est votre opportunité de poser une ou deux questions avant qu'on reprenne la deuxième mi-temps. Donc à vous, les amis. Une question pour Valère. Il est là avec vous. C'est votre opportunité. Prenez-la. Oui, j'ai une question. Comment a évolué votre discipline et votre passion au fur et à mesure des années? Je vous dis, je suis parti de chez moi, j'avais 14 ans, puisque j'ai fait un an de préformation à Châteauroux. Ma famille habite à Orléans, à 1 heure et demie au sud de Paris. Et ensuite, je suis parti donc seul à Monaco à l'âge de 15 ans. Et donc, on se forme en tant que footballeur, mais on se forme aussi en tant qu'homme, parce qu'à 15 ans, on est encore un adolescent. Donc, c'est vrai on est très bien entouré, puisqu'aujourd'hui, tous les centres de formation ont une équipe très bien structurée pour justement nous aider à devenir des footballeurs, mais aussi à nous devenir des hommes avec des responsabilités. Il y a aussi l'école en parallèle qu'on continue dans les centres de formation. Certains arrêtent, d'autres vont plus loin. Moi, pour ma part, comme je suis sorti à l'âge de 21 ans au niveau professionnel, d'autres sortent plus jeunes, aux alentours de 18-19 ans. Moi, ça a mis un peu plus de temps. Mais j'avais envie de continuer, donc j'ai eu un BTS Management des unités commerciales. Bon, c'est pas quelque chose de. J'ai pas fait 15 ans d'études, mais c'est au moins un bac plus 2, puisqu'après, je jouais au niveau professionnel, donc c'est vrai qu'après, c'est un peu compliqué de gérer les deux, parce qu'il y a pas mal d'entraînement et de déplacement. Mais non, la discipline vient notamment de toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien dans les centres de formation et ils jouent un peu le rôle de deuxième famille, de deuxième parent, on est quand même à des centaines de kilomètres de nos parents. Donc, c'est une étape importante de la vie. Ouais, non, mais faut pas. Ouais, mais bravo, hein, parce que la plupart, je pense que la plupart des footballeurs ne font pas, n'atteignent pas le bac et encore moins des études supérieures. Ouais, bien que, vous savez, aujourd'hui, Ah. maintenant, c'est quand même assez important et c'est pareil. Alors, ouais, il y en a certains qui arrêtent, mais je pense que c'est le reflet un peu de la société. On dit souvent que le foot est le reflet de la société. Mhm. Il y a certains qui arrêtent à 16-17 ans, d'autres qui font des études plus longues. Alors, dans le football, il y en a peu qui font bac plus 5 bac plus 6 forcément, parce que tu commences à jouer dans le niveau professionnel. Mais Mhm. il y en a quand même un bon nombre qui ont le bac et qui continuent un peu, bien que, comme je vous dis, aux alentours de 18-19 ans, on commence à jouer avec les professionnels, donc c'est un peu compliqué après de continuer. Mais notamment à la fin de carrière, par contre, il y a donc le syndicat des footballeurs, l'UNFP, propose comment dire, des reconversions. C'est important de penser avant la fin de la carrière à ce qu'on veut faire plus tard. Et donc, on a la possibilité de reprendre des formations, des études ou autres pour être prêt pour la seconde vie, comme on dit. Super. En tout cas, vous avez une tête bien faite, Valère Germain, parce que Merci. j'ai lu quelque part que quand vous étiez au lycée, alors que vos camarades à Monaco étaient en troisième, donc vous aviez un an d'avance à un moment de votre... Ouais, oui, oui, j'avais un an d'avance. Bon, ça s'est fait à la maternelle, donc j'ai pas eu énormément de mérite. Ça compte quand même, Euh, hein. Ça compte quand même. Voilà, donc j'avais un an d'avance et j'ai toujours été au niveau, même avec mon année d'avance. Donc voilà. Voilà, donc, bravo, bravo en tout cas. Euh, une autre question? Valère, bonjour. Bonsoir. Donc, Philippe Osterman, directeur de l'Alliance française. Non, enfin, directeur du business development. Ok. Voilà, je travaille à l'Alliance, mais on se connaît, on s'est rencontrés, et puis vous m'avez fait l'honneur de dédicacer un maillot pour voilà, l'anniversaire. Ouais. Quel est votre poste, en fait? Vous êtes un attaquant, vous n'êtes pas forcément un avançant. Comment vous définissez votre poste préféré? Alors oui, bon, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les attaquants sont souvent synonymes de buteurs, de joueurs qui pensent à conclure, à marquer des buts. J'ai toujours eu l'étiquette, moi, et qui me va très bien, d'un deuxième attaquant. On appelle ça peut-être un 9,5. Donc 9 c'est l'attaquant normalement. Et 9,5, on dit souvent des attaquants qui sont un peu plus en retrait. Et c'est une étiquette qui me va très bien parce que je ne suis pas forcément focalisé
par le but, par le fait de marquer. Alors, ça peut être une qualité, mais ça a pu aussi me porter défaut. Et ça peut être, ouais, ça a été, de temps en temps, ça m'a été reproché aussi. Mais en tout cas, j'ai fait ma carrière comme ça. Et en étant capable d'évoluer à plusieurs postes, puisqu'à Marseille, les 2 dernières années, j'ai aussi évolué sur le côté, milieu droit ou milieu gauche. Donc, voilà, je dirais 9 et demi. Une question, oui, au fond? Ouais. Salut Valère. Bonsoir. Donc, au niveau de ta discipline et surtout la façon avec laquelle tu gères la pression, par exemple, quand tu es à l'Olympique de Marseille, il y a eu des moments où tu étais critiqué. Toi, quel serait le seul conseil que tu donnerais dans des moments comme ça, parce que ça peut marcher dans n'importe quelle situation professionnelle, comment on gère ce genre de pression où on est critiqué, etc. Et toi, comment tu réagis, parce que tu as su réagir et finir en beauté à Marseille. Et bravo d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, à Monaco, puis à Monaco, en plus, il n'y avait pas forcément au début de ma carrière tous les réseaux sociaux. Ça arrivait progressivement enfin, pendant ma carrière, pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, Internet, les critiques sont beaucoup plus faciles, sont beaucoup plus importantes, et notamment quand on vient dans un club comme l'Olympique de Marseille, qui est le club le plus suivi, le plus populaire de France. Tout est décuplé, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc, non, il y a eu du très bon à Marseille, mais il y a eu des moments aussi où, quand tu perds des matchs, ben, pendant une semaine, en attendant le prochain match, tu restes à la maison parce que c'est compliqué d'aller dehors. Donc, Sympa. donc ouais, non, non, mais la seule chose à faire, c'est pas trop écouter ce qui se dit dans les médias, sur Internet, couper les réseaux sociaux et se refocaliser sur soi, sur les entraînements de la semaine, et penser au prochain match en pensant que on a la chance aussi dans le football, c'est que tout peut aller très vite. On peut être critiqué une semaine et la semaine d'après, le match d'après, marquer un but et faire gagner l'équipe et redevenir très aimé des supporters. Donc, c'est pas un chemin facile, mais toujours se remettre en question et penser à ce qui va se passer après. Une bonne question parce que ça va très vite de passer de héros, du statut de héros au foot au statut de zéro. J'ai l'impression que c'est très volatile. Ça doit être assez stressant, ça, non? Ah ouais, exactement. Oui, surtout dans un club comme Marseille, je vous dis, où Il n'y a pas de pitié. non, non, il n'y a pas de piché. Mais d'un côté, c'est ce qui fait la beauté de ce club aussi, c'est que toutes les émotions sont plus fortes qu'ailleurs. Je vous dis, quand vous gagnez un match, vous marquez un but, toute la ville vous acclame, donc c'est fantastique. Par contre, quand il y a des années compliquées, des fois, c'est même pas juste un match, hein, des fois, ce sont des périodes de quelques mois qui sont compliquées, une saison entière qui est compliquée. Et là, ouais, il faut être prêt mentalement parce que au stade, tu peux te faire siffler. Et encore, si c'est qu'au stade, bon, ça va parce que c'est là l'endroit où tu joues, l'endroit où les supporters Mhm. viennent et normalement prennent du plaisir. Donc, si c'est compliqué, ils sont frustrés et ça peut se comprendre. Mais à Marseille, ça peut aussi être dans la rue, tu peux être avec ta famille et quelqu'un peut passer en t'insultant presque dans la rue. Donc, c'est compliqué, mais d'un côté, comme je vous dis, c'est ce qui fait le charme et Mhm. c'est le sud de la France un peu, c'est ce qui fait le charme de Marseille et ce qui fait aussi qu'on doit se remettre en question au quotidien. Ouais, non, bien, bien. Non, c'est vivant en tout cas. Enfin, Ah ouais, on ouais, est ouais, c'est vrai que vivant. 4 années à Marseille, c'est vivant, oui. Ouais, on a eu certaines expériences un peu compliquées, mais je me rappelle d'une fois où on était en mise au vert. Donc, quand on dit mise au vert, c'est la veille du match et le jour du match, on dort à l'hôtel et on passe la journée à l'hôtel avant d'aller au stade le soir du match. Donc, nous, la mise au vert était au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille parce qu'on avait des chambres et un bâtiment à disposition au lieu d'aller dans un hôtel à Marseille. Et c'était une période compliquée et les supporters sont venus envahir le centre d'entraînement en venant avec des fumigènes, en mettant le feu à des arbres, à un bâtiment. Et on était dans nos chambres enfermées, il y avait les CRS et les pompiers qui étaient là, qui essayaient de faire partir les supporters. Donc c'était des faits marquants.
on en rigole un peu aujourd'hui, mais bon, c'était sur le moment, c'était assez chaud. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça, pour le coup, c'est une bonne analogie avec la vie en général. C'est-à-dire que quand, quand enfin, plus il y a des grands enjeux, bah, plus c'est un test où soit les gens vont s'élever et aller vers ces grands enjeux et réussir, soit ils vont échouer quelque part. Et dans la vie, je crois que c'est ça aussi. Je crois que ça a à voir avec la prise de risque et la capacité à prendre des risques et de sortir de la zone de confort. Et après, on peut rester toujours dans la même zone de confort. Et puis, il n'y aura pas des grands risques, mais il n'y aura pas des grandes victoires non plus. Euh, est-ce que avant de jouer au foot, vous étiez aussi comme ça, c'est-à-dire à vouloir avoir des grandes victoires, vous étiez très ambitieux ou des grandes émotions? Est-ce que vous étiez ambitieux à cause de votre père ou grâce à votre père? On est obligé d'être ambitieux quand on veut réussir dans ce monde parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir footballeurs et il y a il y a très peu d'élus au final. Je ne sais pas quel est le pourcentage de jeunes joueurs qui réussissent à devenir professionnels et avoir une carrière assez longue, mais ça doit être très très peu. J'ai côtoyé énormément de jeunes joueurs, énormément d'amis entre mes 10 ans et mes 20 ans, et il y en a très peu qui ont fait une carrière, donc d'où l'importance aussi de continuer ses études comme on disait tout à l'heure. Mais non, on est obligé d'être ambitieux, obligé d'être sérieux au quotidien. C'est compliqué de temps en temps parce que quand on a 15, 16, 17, 18 ans, on pense de temps en temps bah, aller sortir un peu, les premières sorties en boîte de nuit, aller dans les bars et on passe à côté un peu Ouais, de notre jeunesse, de cette jeunesse-là, mais ce sont des sacrifices qu'on fait dans le but d'espérer de devenir professionnel. Alors forcément, on est encore plus fier quand on réussit, mais ouais, quand je pense à ma jeunesse, c'est vrai que parfois je me dis, ah, c'est dommage, j'ai pas pu faire ce que bon nombre de jeunes ont fait en allant dans les bars, en sortant, en ayant des souvenirs de soirée et tout. Mais au final, j'ai eu presque 15 ans de carrière dans le football, donc ça a été un choix payant. non, mais super. Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai joué dans le club, dans un club près de Nancy, dans une cité. Et donc, la plupart de mes camarades dans l'équipe étaient soit d'origine turque, soit c'était des boat people, des Vietnamiens ou Cambodgiens ou Laotiens. Et il y avait un joueur, enfin un copain turc qui s'appelait Sirkan Özen, qui était incroyable. C'est-à-dire qu'on jouait les matchs, il marquait 15 buts, mais même au niveau minime régional, quoi. Et il a été recruté par la SNL. Il est rentré dans l'académie de la SNL et il est jamais devenu pro parce qu'il a explosé en vol. Il sortait dans les boîtes à Nancy. Parce il y avait les filles, il y avait tout ça. Et en fait, il a été exclu du centre et il est jamais devenu professionnel, quoi. Alors qu'il vraiment, Ouais, c'était un il talent faut garder exceptionnel. son. C'est pas facile, hein, c'est difficile quand on est jeune. Et moi, j'ai eu. Je me rappelle, j'étais en colocation avec un ami marseillais, on avait 16 ans ou 17 ans. Et lui sortait le week-end, un peu la semaine, et je le voyais sortir, ça donnait envie forcément, mais quand il y a entraînement au match, même si c'est jeune et ce sont des matchs de jeunes, mais tu te dis non, enfin, tu peux pas. Si tu veux espérer réussir dans ce milieu, il faut être Ouais. le plus sérieux possible. Et même en étant le plus sérieux possible, c'est pas sûr que tu puisses réussir. Donc, il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Bien sûr. Très bien, bah, c'est la fin de la mi-temps et on va attaquer la deuxième mi-temps maintenant, qui est la dimension humaine du football. Et ce sera sans doute mes dernières slides. Et après, on va vous voir en 4 par 3 Ouf, dans l'écran. Mais voilà quelques images de vous, Valère Germain, quand vous étiez jeune. Alors, je crois que la photo à gauche était quand vous étiez à Cassis. c'est Vous avez ça, été à Cassis. Euh, exactement. et puis sur la droite, on voit que vous signez le contrat de votre papa, Bruno Germain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période où vous étiez un blondinet inoffensif, en tout cas, peut-être qu'il marquait déjà des buts, mais en tout cas, vous avez l'air très très gentil sur ces photos. Ouais, bah, je le suis toujours, je pense. Et Mais maintenant, non, 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 oui, ce sont des bons souvenirs. Quand mon père était joueur, bien qu'il a arrêté, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Donc, 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 4 ans
j'ai peu de souvenirs, mais via les photos, c'est vrai qu'on se remémore certains moments, et notamment la photo de droite où bah, ça doit être lors de la signature du contrat de mon père à l'Olympique de Marseille. Et je vais dire quoi, un peu plus de 20 ans plus tard, le jour où je signe à Marseille, ben, je suis avec mes parents, ma sœur et mon épouse. Donc, c'est une photo assez forte, un signe assez fort d'avoir signé avec ses parents mon contrat alors que j'ai signé enfin, son contrat à l'époque. Et à Marseille, on y a vécu que quelques années quand j'étais jeune, puisque mon père, après, en étant footballeur, a été amené à jouer dans d'autres clubs. Mais non, je suis né à Marseille et c'est vrai que de voir ces photos, c'est de bons souvenirs. Super. Et on va parler un petit peu de votre papa, si ça vous dérange pas. Bien Euh, sûr. Bruno Germain. Euh, qui connaît Bruno Germain ici? Qui a vu les matchs? Ouais. À la grande époque de l'OM, enfin, c'était vraiment une star en Ligue 1. Donc, vraiment joueur de haut niveau. Quel rôle a-t-il joué dans votre carrière? Et joue-t-il encore un rôle aujourd'hui? Oui, bien sûr. On a la chance quand notre papa était footballeur, on sait que ses conseils sont bons, mais ça a été jamais sans une pression particulière. Il m'a toujours accompagné dans mes choix, il m'a toujours laissé faire mes choix. Il m'a jamais mis une pression quelconque pour dire tu dois être footballeur ou tu dois faire ci, tu dois faire ça. Bien au contraire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont entourés plus ou moins bien. Donc, on a la chance d'être entouré de son papa qui a été dans ce milieu. C'est forcément une grande chance, pardon. Et donc, oui, à chaque fois, enfin, que ce soit avant les matchs ou après les matchs, on s'appelle, on s'appelait. Bon, un peu moins maintenant parce qu'avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué qu'ils suivent les matchs. Mais notamment quand je jouais en France, bah, pour qu'il me fasse sa critique ou pour qu'il puisse me donner quelques conseils. Bon, après, ça n'a pas été que lui, hein, ma maman aussi, mais mon père, en ayant été joueur, c'est vrai que ses conseils étaient forcément bons. Qu'est-ce qui fait que vous étiez le fils de, et vous avez réussi, et que, par exemple, les trois fils de Zinedine Zidane, qui était quand même un génie du foot, ben, n'ont pas réussi ce que vous avez réussi, vous? Bonne question. Non, peut-être un peu de tout. De l'opportunité, un peu de réussite, un peu de qualité, un peu. On peut pas devenir footballeur parce qu'on est fils d'eux. Euh, les clubs, même les centres de formation à 14 15 ans, ils vont pas te prendre parce que tu es le fils d'un tel ou d'un tel. Ils te prennent parce que tu as de la qualité, parce qu'ils croient en ton potentiel et ils vont essayer de te faire progresser et de te faire sortir au niveau professionnel. Moi, je vous dis, la seule aide que ça a, c'est sur le fait de l'accompagnement, et d'avoir quelqu'un de sincère et de vrai qui est là au quotidien avec vous. Très bien, merci. On va arrêter les slides. Maintenant, on va vous mettre en grand. On va bien vous voir. Ah, parfait. Moi, je vous vois mieux. C'est nickel. C'est mieux comme ça, c'est bien? Parfait. Je vous Ouais. vois en grand. Moi, je me vois en petit. Tout est nickel. Parfait. Bon, très bien, très bien. Je pense qu'il y a une question qui est sur toutes les lèvres, c'est votre nom, Valère. Alors, ici, normalement, juste pour vous donner un peu de contexte, on parle plutôt littérature, on parle art et culture. C'est un peu, c'est Bernard Pivot ici, c'est bouillon de culture. Et donc, je dois vous poser la question. Votre prénom, Valère, bon, c'est pas très courant. Non. Surtout chez les footballeurs, hein, c'est plutôt les footballeurs maintenant c'est plutôt Kylian ou c'est plutôt Johnny ou des. Donc Valère c'est un nom donc inspiré de la pièce de Molière, l'Avare. C'était, je vais pas raconter l'histoire, mais c'est un fils de noble napolitain, voilà, qui était un prétendant pour une des filles de Harpagon. Donc savez-vous pourquoi votre père vous a appelé Valère? C'est un fan de Molière, Bruno Germain? Peut-être plus ma mère, à mon avis. Ah. Mais non, 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 non.
pourquoi, il faudrait que je leur demande. Mais oui, je savais que c'était dans l'avare de Molière. Maintenant, la raison exacte, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont apprécié le prénom sans forcément aller plus dans les détails, mais je leur poserai la question après la soirée, là. D'accord, bah, faudra m'envoyer un petit message et Ok. je le dirai parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui me pose la question, si, non? Rassurez-moi, je suis pas fou, si. Euh, le football, donc vraiment a été toute votre vie, ou quasiment. Enfin, le football et la famille. Donc c'est les deux. Euh, mais quelle leçon de vie vous a appris le foot? Comme je le dis tout à l'heure, c'est une remise en question quotidienne, donc à toujours rester le plus humble possible parce que on peut être célébré un jour et hué le lendemain. Donc, rester le plus humble possible. Travailleur, parce qu'on ne va pas chercher les choses comme ça. Les choses ne tombent pas comme ça. Donc, le sérieux, le travail sont des choses qui sont très importantes bon, dans tous les métiers, dans toute vie, mais peut-être encore un peu plus dans le milieu du football. Et euh, toujours y croire, toujours rêver qu'on peut y arriver. Très bien, bah, ça c'est inspirant et j'espère que vous avez bien écouté. Euh, Prolongation, maintenant on va atteindre la phase de prolongation. Donc on est à quoi? Match nul, 1-1 peut-être, ou 4-4, je ne sais pas. Quels sont vos projets après le Japon? Donc vous avez dit que vous vouliez rentrer, aller à Monaco et finir votre carrière. Mais est-ce que vous avez envie de rester dans le monde du foot ou faire quelque chose de complètement différent? Non, je pense que rester dans le monde du foot, tout du moins essayer d'autres métiers dans le monde du football. Donc déjà l'envie de rentrer à Monaco parce que bon, c'est de là où mon épouse est, et, c'est là où j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Et à rentrer maintenant parce que c'est vrai que je pourrais continuer à jouer, à découvrir d'autres expériences, peut-être rester au Japon ou autre. Mais mon grand, pardon, va rentrer bientôt au CP. Je pense que c'est important aussi de donner un cadre à ses enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, mon épouse a mis sa carrière de côté, donc je pense qu'à un moment donné, on a fait pendant 13 ans, elle s'est mise de côté. Donc là, c'est un peu à moi aussi d'inverser les rôles et de rentrer justement pour qu'elle puisse reprendre ses projets. Et puis, c'est important aussi de revenir en France, à Monaco, parce qu'on est loin de la famille. En tout cas, enfin, c'est la façon dont je pense, des amis, de la famille. Et sur 2 ans, on a loupé pas mal de mariages, de naissances, et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément rattraper. Donc, on a envie de rentrer. C'était une belle aventure, une belle expérience, mais on a envie de rentrer. Et je pense que je continuerai dans le milieu du football parce que c'est le milieu dans lequel je me sens bien et le milieu que j'aime depuis tout petit. Comme entraîneur, par exemple? Vous voyez entraîneur? Alors, j'aimerais bien enfin, je pense que ce métier pourrait me correspondre. Le seul problème, inconvénient, si c'est un inconvénient, c'est qu'on garde un peu le même rythme que le joueur de football. Donc, on s'entraîne tous les jours et le week-end, on est amené à partir sur 2, 3 jours dans des villes en France ou ailleurs en Europe quand il y a des matchs européens. Et le week-end, enfin, en ayant 2 enfants maintenant, le week-end, quand ils sont à la maison, j'ai préféré les passer plus avec eux en famille que devoir aller encore passer des nuits à l'hôtel ou louper des moments importants de leur vie. Donc, je pense que ce sera plus un métier d'agent de joueurs, essayer d'accompagner des jeunes joueurs, essayer de leur donner mon expérience, essayer d'être le plus franc et le plus honnête avec eux. Et comme ça pourra me laisser mes week-ends avec, avec la famille. D'accord, très bien, très bien. Je mets là parce qu'on va passer à la séquence questions mitraillettes, Ouf. mais façon tir au but. Alors, Ok, c'est une séquence de tir au but, donc c'est des questions très rapides et réfléchissez pas trop, juste vous répondez la première chose qui vous vient à l'esprit. allez. Le meilleur entraîneur que vous ayez eu? Je peux en citer deux.
Oui, allez. Allez, alors Claudio Ranieri, donc un Italien à Monaco, qui est un personnage dans le milieu du football, un mister qui a une classe incroyable, la classe à l'italienne, et qui est un entraîneur qui a été très fort et qui encore aujourd'hui entraîne en Italie. Et le deuxième, c'est Claude Puel à l'OGC Nice. Donc pareil, un grand entraîneur français, et parce qu'avec lui, on a vécu une saison incroyable avec l'OGC Nice, et c'est peut-être cette saison où suis senti le mieux dans un système. Ah, c'est l'année où vous avez cartonné, vous avez marqué plein de buts, et c'est justement ça qui a abouti peut-être à votre transfert à l'OM, c'est ça? Je suis revenu à Monaco juste après cette saison à Nice, et on a eu la chance de gagner le titre de Ligue 1, et c'est après cette saison de Monaco que j'ai été transféré à Marseille. D'accord. Le plus beau but de votre carrière? Euh, je vais pas dire le plus beau, mais le plus symbolique, on va dire. Euh, ouais, mon premier but en Ligue des Champions. C'était pas un super but, mais ce sont des buts enfin, dont on rêve quand on est enfant dans la plus belle des compétitions européennes. De pouvoir marquer un but avec le maillot de son club formateur, c'est un souvenir magnifique. Un de vos coéquipiers que vous ne pouvez pas oublier, le meilleur coéquipier que vous ayez eu. Euh, Kylian Mbappé? ouais, bah oui, enfin, après, pour moi, meilleur coéquipier, donc c'est plus, ouais, ça serait presque meilleur ami, parce qu'on a la chance avec des coéquipiers de devenir meilleurs amis. Donc j'ai eu de par mes années dans le football, des coéquipiers qui sont devenus des amis, qui sont mes amis et qui le resteront. Donc, je suis vachement famille-ami, donc je dirais plus ça. Mais oui, c'est vrai, les plus marquants ont été Mbappé ou Ben Arfa, par exemple, à l'OGC Nice. Hein. Le stade qui vous a le plus impressionné, vous avez dit le Vélodrome, est-ce qu'il y en a un autre peut-être à l'étranger ou... Honnêtement, c'est dur de faire mieux que Marseille en termes d'ambiance, on va dire, Ouais. parce qu'il y a 65 000 personnes. Mais non, j'ai joué avec Monaco justement à Londres, à Wembley, contre Tottenham et en Ligue des Champions, et il y avait 80 ou 90 000 personnes dans le stade. Donc, il n'y avait pas une ambiance aussi chaude qu'à Marseille, mais il y avait beaucoup plus de monde. Et dernière question, votre plat préféré au Japon? C'est dur. On me pose souvent la question, mes coéquipiers me posent la question souvent, et je suis pas forcément fervent d'un seul plat en particulier, mais honnêtement, j'adore toute la nourriture japonaise, que ce soit les sushis, les udon, les yakiniku. Il y a une spécialité à Hiroshima qui s'appelle les okonomiyaki, Ah, qui est ouais. vraiment très sympa. On mange ça dans les restaurants où la chef, la cuisinière te le fait devant toi sur les grandes plaques là, et c'est vraiment très bon. Bon, eh ben, merci beaucoup d'être soumis à cette séquence de tir au but. Vous avez gagné la Ligue des Champions. Merci. Maintenant, je vais vraiment ouvrir au floor et donc c'est l'opportunité de poser des questions à Valère, d'en apprendre plus sur son parcours ou quelque chose qui puisse vous aider si vous êtes sportif de haut niveau. Donc allez-y, allez-y Angela, parlez fort. Parler trop fort en ce moment-ci, mais pas là. Parlons de départ, des départs Angelotti. Pardon? Angelotti. Ancelotti? Pas entendu. C'était quoi la question? Un tout petit peu, enfin, le départ d'Angelotti, enfin, qui est actuel, enfin, il y a quand même un petit peu de discussion là-dessus, enfin, je parle des départs des entraîneurs. D'accord, Ah, vous parlez d'un entraîneur du Real Madrid au Brésil peut-être. voilà, qui part au Brésil. Et on parlait d'Mbappé tout à l'heure, et c'est vrai qu'Mbappé a rejoint le Real Madrid cette année. Ils ont vécu une saison compliquée, et forcément, quand c'est le cas, c'est l'entraîneur qui paie un peu le premier. Et je pense, avant peut-être de se faire licencier, il a pris le choix de lui partir entraîner et devenir le sélectionneur du Brésil. Donc, c'est un très, très grand entraîneur qui a, je pense, plus rien à prouver, mais ça montre que dans le football, on l'a dit tout au long de cette soirée, que
c'est une sans cesse remise en question parce qu'on peut être le meilleur entraîneur possible, on peut avoir tout gagné avec le Real Madrid notamment. Si une saison ne se passe pas bien, on ne pense plus à ce qui s'est passé avant, mais ce qui se passe au présent. Et dans ce cas-là, il faut malheureusement licencier ou partir du Mm. club. Effectivement, il a gagné quelques Ligues des Champions quand même avec Madrid, Ancelotti, et il part quand même. Bonne question, Angela, je suis impressionné. Très, très au fait du football. Bonsoir Valère. Moi j'ai une question parce que moi je l'ai vécu dans ma propre carrière sportive. C'est la notion de plaisir. Tu l'as dit, le sport au haut niveau, c'est des sacrifices, des doutes, de la pression, de la remise en question permanente. Comment tu gères cette gestion de plaisir pour ne pas partir tous les jours à l'entraînement avec presque cette impression un petit peu de corvée et de garder justement cette appétence Mm. pour ton sport. Et donc, est-ce que ton départ dans un championnat à plus bas niveau sportif a augmenté le plaisir pur et authentique que tu avais pour le football? Mm. Mhm. C'est une bonne question et la réponse est dans la question. Bravo. Non, c'est vrai que sur mes dernières années à Marseille où c'était un peu plus compliqué. Après, j'ai eu 2 ans à Montpellier où je suis tombé dans un club formidable qui malheureusement va descendre en Ligue 2 cette année. Vraiment un club familial. J'ai de très bons souvenirs avec mes coéquipiers, avec tous les dirigeants. Mais j'ai un peu moins joué sur ces 2 années-là. J'ai un peu moins été performant aussi. Il faut reconnaître parfois quand on est moins bon aussi. Et alors, c'était pas une corvée au quotidien d'aller à l'entraînement parce que je vous dis, je prenais énormément pardon, de plaisir avec mes coéquipiers qui sont aussi certains devenus des amis. Donc, j'appréciais passer du temps avec eux, mais c'est plus d'aller le week-end en match, en déplacement parce que je savais que j'allais un peu moins jouer, que j'allais un peu moins performer. J'étais un peu moins heureux quand il y avait les matchs le week-end. Et c'est aussi une raison pour laquelle on a décidé de partir en Australie. Bon, c'était pour plein de différentes raisons qu'on a évoquées plus tôt, mais c'était aussi pour retrouver un plaisir simple que j'évoquais tout à l'heure, de rejouer tous les week-ends, d'être important pour une équipe, des déplacements plus périlleux, mais c'était vraiment de très bons souvenirs. Et non, la joie de retrouver des plaisirs simples dans un niveau peut-être un peu moins élevé, mais en tout cas, ça restera des très bons souvenirs. D'autres questions? Sur le foot ou en dehors du foot, hein? Ouais, sur le foot, ça, Valère. Alors, Bonsoir. une question peut-être qu'Olivier vous a posée tout à l'heure, mais je voudrais juste un peu entrer plus dans les détails. Quel est le coéquipier le plus impressionnant avec lequel vous avez joué? Alors, je ne sais pas si c'est même Matteo Benarfa, mais le plus impressionnant, le plus fort d'un point de vue sportif. Et même question avec un adversaire. Quel est un adversaire qui vous a le plus impressionné sur un terrain lors d'un match? Après, c'est difficile parce que je vous ai dit, Monaco m'a donné la chance de faire partie d'un projet où on a eu énormément de grands joueurs, de grandes stars. Ça serait simple de dire Mbappé, donc je vais partir, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc je vais partir sur Ben Arfa à Nice, que j'apprécie énormément et qui a vécu en plus à Nice lors de cette saison, peut-être sa saison où il a été le plus régulier, où il a été le plus fort sur une même saison. Mhm. Et j'avais quelques a priori avant de le rencontrer, avant de rejoindre Nice, parce qu'on entend tout ce qui se dit à droite, à gauche, dans les médias et tout. Et au final, non, vraiment une belle surprise. Quelqu'un qui est parfois un peu dans son monde, mais non, ça a été un coéquipier modèle pendant une saison. Et je vous dis, je pense dans les 25 joueurs qu'il y avait dans cet effectif, on a tous des souvenirs exceptionnels en commun et aucun un mauvais souvenir d'Athènes. Et ce qu'il a fait sur le terrain et lors des entraînements, si vous regardez aujourd'hui YouTube, les meilleurs moments de Athènes, notamment à l'OGC Nice, c'est juste exceptionnel. Et le plus fort, pardon, contre qui j'ai joué, euh, pareil, tout à l'heure, on parlait de la chance d'avoir Paris dans le championnat. Bon, quand on est joueur de Marseille, il faut
pas le dire trop fort, sinon on risque de se faire taper sur les doigts. Mais non, après, avec un peu plus d'expérience et en ayant vieilli, on peut dire que voilà, c'est quand même important et on a la chance d'avoir Paris dans le championnat. Et non, on a eu la chance enfin, j'ai eu la chance de pouvoir jouer contre Messi, contre Neymar. Et bah, ce sont des joueurs qui sont d'une autre planète. On fait le même métier, mais on a l'impression d'être à des années-lumière de ce genre de joueurs. Une autre question peut-être? Philippe encore? Ouais. Ah, pardon. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Bonsoir, Valère. Moi, j'ai une question un peu plus générale, mais je voudrais savoir si est-ce que vous croyez que la victoire de la France en 98 a changé la France comme pays? Euh, alors, je ne sais pas. Moi, en tout cas, la victoire de 98 m'a un peu plus fait rêver que celle de 2018 parce que j'étais peut-être un peu plus jeune et j'avais plein d'étoiles dans les yeux. Changer la France, je ne sais pas. Alors, forcément, ça a mis encore plus en lumière le football français et ça a donné la chance et peut-être l'envie à de nombreux jeunes de Français de devenir footballeurs. Quand il y a des succès internationaux, des succès nationaux, que ce soit dans le foot, dans le rugby ou quand il y a les Jeux Olympiques, dans l'escrime ou quoi, ben, on voit que il y a le septembre d'après, il y a un boost important dans les inscriptions. Donc, ça a permis à de nombreuses personnes pardon, et de nombreux jeunes de vouloir s'intéresser au football notamment. Et peut-être aussi au niveau de l'intégration, parce qu'au niveau de 1998 notamment, on voyait que l'équipe de France, il y avait pas mal de personnes avec des origines binationales. Donc, c'était peut-être Mhm. aussi au niveau de l'intégration avec que ce soit des Antilles, certains pays africains. Il y avait beaucoup de personnes de couleur, de personnes de différentes origines, bien qu'elles soient françaises. Et peut-être que ça a ouvert aussi plus d'opportunités pour toutes ces personnes qui avaient la binationalité. Ouais, tout à fait. Et si je peux rajouter une chose, si je peux me le permettre, je crois qu'en France, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur de gagner. Et je ne sais pas d'où ça vient, en fait, historiquement. Il faudrait que je demande à... Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que 98 a prouvé à tous les Français qu'elle était mal fondée, cette peur, et que, on pouvait gagner quelque chose. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est inspirant, qui qu'on soit, en plus. Autre question? Mais bonne question. Très bien. Philippe, non, Philippe. Non, non, allez-y. Non, non, allez-y. Bon, carton. Moi, c'est plus, du coup, moi qui suis vraiment pas quelqu'un qui suit le foot et qui n'est pas du tout baigné dans un milieu footballistique depuis mon enfance. Quand on voit les débordements qu'il y a eu suite au match de Paris, toi, c'est quoi ton avis sur ces débordements suite à des matchs comme ça, même s'il y a beaucoup d'enjeux, je peux comprendre, mais c'est quoi toi ton avis? Et est-ce que le foot, il est voué à ça et au final, ça ne changera jamais? J'espère pas. Moi, c'est vrai que quand je vois ce genre de débordement, ça me met un peu hors de moi parce que ça devrait être une belle fête. On devrait célébrer, bon, à part les Marseillais qui sont un peu déçus que les Parisiens soient qualifiés en finale, mais je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse passer d'une euphorie de la victoire, une qualification à la finale, à aller casser des façades de boutiques, aller agresser certaines personnes. Je sais pas. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus remettre, peut-être différencier les supporters qui sont au stade et ces personnes qui viennent aussi dans la rue pour tout casser. Alors, peut-être qu'il y en a qui font les deux aussi. Mais peut-être que ceux qui sont venus casser ou agresser à Paris ne sont pas forcément non plus des passionnés de foot. Donc, c'est difficile de différencier ces groupes de personnes. Mais c'est vrai que des fois, il y a des violences aussi dans les stades, hein, même dans les stades. Et c'est vrai que bah, c'est compliqué. Enfin, on voit des choses qui sont incroyables et on a beau le répéter, mais le football n'est qu'un sport. Ça devrait être
une fête. Aujourd'hui, je joue au Japon et il y a 30 000, 40 000 spectateurs dans les stades. Ce sont que des familles. Bon, c'est pas des ultras, donc l'ambiance est un peu moins chaude, mais ça chante pendant tout le match. Les supporters adverses qui viennent dans le stade, ils viennent en même temps que les supporters de l'équipe à domicile. Ils se rejoignent sur le parvis du stade et tout le monde se respecte, donc c'est-à-dire que c'est possible. Les supporters adverses en France, sur certains matchs, doivent rester 2-3 heures après le coup de sifflet final pour ne pas croiser les supporters à domicile. Donc, c'est qu'il y a bien un problème, mais c'est un problème culturel. Hein, c'est pas que dans le foot aujourd'hui. Je vous dis, au Japon, c'est respectueux dans les stades, mais parce que c'est respectueux aussi de partout dans le pays. Donc, c'est pas que dans le foot. Mais oui, en tout cas, c'est désagréable de voir ce genre d'image après une soirée comme ça. Une dernière question? Allez. Elisabeth. Merci beaucoup, Valère, pour De rien. tout partager ce soir. J'ai une petite question sur vos habitudes. Donc, pas toutes vos habitudes, mais vos habitudes peut-être avant des matchs. Donc, est-ce que vous avez des habitudes importantes avant des matchs pour que vous soyez bien préparés ou qui sont importantes pour votre réussite? Oui, alors on a des petits. Alors, ce sont des habitudes, ça peut devenir des tics ou des petits rituels, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais ça peut être la veille du match, manger tout le temps la même chose. Moi, j'avais l'habitude de manger des pâtes et en Australie, c'était un peu de viande de porc, par exemple. Voilà. Le midi du match, c'était du poulet et du riz et c'était comme ça lors de toute la saison. Donc, ma femme était un peu déçue qu'on arrive le week-end parce qu'elle savait qu'elle allait manger toujours la même chose. Mais voilà, ce sont des petits rituels qui nous permettent peut-être de se mettre en confiance, d'enlever cette petite pression qu'il y a quand arrivent les matchs et le week-end, et de se dire qu'on fait le plus possible pour être performant le week-end. Et au-delà des habitudes, après, il y a eu des trucs un peu plus importants, des régimes alimentaires, notamment à Marseille, où j'essayais de faire sans gluten, de manger correctement le plus possible, l'hydratation, le sérieux encore plus. En Australie, j'étais un peu moins là-dedans parce que avec l'âge, et je me suis dit que c'était bien aussi de profiter de la vie australienne aussi un peu plus. Et finalement, c'est bien passé, donc j'aurais peut-être dû faire ça aussi un peu plus tôt. Très bien. Merci, merci beaucoup, Valère. On arrive vraiment à la fin de ce Philo Bistro. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de faire une photo de fin de match. Oui. Alors, ceux qui veulent, vous pouvez venir. On va faire une photo ensemble avec Valère Germain. Alors, je ne sais pas si Valère, vous avez un maillot à proximité que vous pouvez enfiler. Moi, je remets mon maillot de Mbappé. Mais si quelqu'un veut une photo avec Valère, c'est le moment. On va faire une petite photo. Voilà, souvenir. Et puis après, ben, on va vous dire au revoir. À regret, parce que c'était vraiment une conversation formidable. Ouais, mais c'est très agréable aussi de partager comme ça avec vous. Et c'est vrai que ça passait extrêmement vite. Je ne savais pas que ça faisait déjà une heure et demie qu'on était ensemble. Mais bah, voilà, quand on voit pas le temps passer, c'est que les moments sont agréables. Donc, au plaisir de le refaire. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de dire et que vous n'avez pas dit? Peut-être un message pour quelqu'un? Euh, Non, 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 non. Merci vraiment à vous pour cette soirée, pour toutes ces questions, ces belles questions. Et non, c'est bien de parler avec des Français. Il ne faut pas oublier qu'on a un beau pays, enfin, un beau peuple, si j'ose dire. Mais non, c'est vrai, quand on voyage un peu, et après avoir fait l'Australie et le Japon, c'est vrai que la France nous manque et je pense qu'on se rend peut-être pas assez compte que la France est un sacré pays, un très beau pays. Il faudrait qu'on arrive à plus vivre ensemble, à plus respecter les lois et toutes les personnes au quotidien. Mais non, la culture française, c'est exceptionnel. L'histoire en France, la culture, la nourriture, on parlait de nourriture tout à l'heure au Japon, qui est certes très bonne, mais en France, il n'y a peut-être pas d'égal, quoi. Une bonne baguette, c'est quelque chose qui est fantastique.